Bonjour et bienvenue au podcast Plus de santé. Moi, c'est Juliette Massavard, je suis médecin de famille à la clinique Val-Bélair, qui est une clinique du réseau GSE. Donc, ça me fait super plaisir d'accueillir Dr Pierre-François Desrosiers et Kendrick Wolf pour notre podcast sur les plus de la médecine familiale. C'est peut-être un choix des fois moins sexy, plus méconnu et sous-estimé. Ouais. Donc, c'est super important pour moi de vous avoir puis de pouvoir parler de ça avec vous. Donc, peut-être, Pierre-François, on peut commencer par toi. Je te laisse te présenter. Moi, je m'appelle Pierre-François Desrosiers. Je suis médecin de famille, dans le fond, maintenant, depuis environ une dizaine d'années. Je travaille dans une clinique aussi qui est sous la gestion de GSE pour les parties administratives, ressources humaines. Puis, je travaille également là, à l'hôpital régional de Portneuf où je fais de l'urgence également. Là. Ça fait que c'est une pratique qui est mix bureau, centre médical laitière et à l'urgence également. T'as pas le temps de t'ennuyer? Non, pas vraiment. OK, parfait. Puis Kendrick, si tu veux te présenter. Yes, je m'appelle Kendrick Wolf. Je suis étudiant en médecine à l'Université McGill. Et puis, je fais un peu des vidéos sur TikTok, évidemment, puis Instagram. Donc, ouais, ma vie se résume à ça, principalement. Parfait. Si on parle du choix de la médecine familiale, toi, c'est un choix que tu as déjà fait. Toi, on ne sait pas encore vers quoi tu t'orientes. Tu nous en parleras plus tard. Yes. Je sais que moi, personnellement, quand j'étais externe, résidente, là, tu sais, chacune des spécialités dans laquelle j'étais, je trouvais ça évidemment hyper intéressant et tout ça, mais on dirait que j'arrivais pas à en trouver une que je me disais, je vais me concentrer sur ce système-là jusqu'à la fin de mes jours, tu sais. Donc, c'est ça, je pense, qui, personnellement, m'a fait m'orienter vers la médecine familiale. Toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a orienté vers ce choix-là? Moi, au fait, même la médecine, à la base, c'était pas nécessairement le domaine dans lequel j'allais, là. Je suis rentré en médecine pour essentiellement aller plus en génie biomédical. Suite à des conseils d'un voisin qui m'a dit « Ah, mais ça va t'ouvrir davantage de portes. Puis, durant mon parcours universitaire, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus, dans le fond, dans mes études, c'était vraiment les cours plus de démarche clinique, d'entrevue avec les patients. Puis, c'est vraiment la relation d'aide avec les gens qui m'a charmé de la médecine. Puis, dans le fond, tout au long de mon parcours, comme à l'externat, je me suis rendu compte que, tu sais, voir le patient dans sa globalité, d'avoir quand même un suivi avec cette personne-là, puis de m'épanouir un peu dans les relations que je développe avec les autres, c'était vraiment ça qui m'animait le plus. Fait que la médecine familiale, pour moi, c'était comme un choix évident, là. C'est de cette manière-là que, mettons, mon choix s'est cristallisé. Là. Donc, dès ton parcours d'étudiant, tu t'aimais déjà la relation avec le patient? Oui, au fait, c'est essentiellement ça qui m'a dit, tu sais, dans la vie, ce que je veux faire, c'est d'être en relation d'aide. Puis, finalement, l'aspect comme génie qui m'intéressait, plus cartésien, je l'ai retrouvé quand même dans le raisonnement, le diagnostic différentiel, tu sais, d'ouvrir, fermer les tiroirs au fur et à mesure que tu questionnes un patient. Ça, cette stimulation-là intellectuelle, je l'ai également en médecine familiale parce que, étant donné qu'on a un travail qui est tellement vaste, qui a tellement de systèmes, comme tu disais, là, que tu peux pas refermer, mettons, des portes trop rapidement. Puis, en plus de ça, c'est qu'une fois que tu as posé ton diagnostic, le plan de prise en charge va changer par rapport à la personne que tu as devant toi, son âge, ses valeurs. Puis, la meilleure manière de connaître ça, c'est d'avoir suivi ton patient puis de le connaître, là, c'est ça. Dans sa globalité. Là. Exactement. Kendrick, est-ce que, toi, la médecine de famille, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Puis si oui, on l'espère, pourquoi c'est quelque chose de... Ce qui m'intéresse avec la médecine de famille, c'est probablement la chose la moins sexy. Mais pour moi, c'est vraiment la prévention. OK. Pour être honnête. Ça fait partie, c'est une grosse partie de notre travail, puis une des plus importantes, selon moi. C'est ça. Mais je veux pas la prévention, c'est probablement ce qui est le plus sous-estimé, selon moi. Puis le problème avec la prévention, c'est que si ça marche, on le voit pas. On voit pas le problème si la prévention a marché, donc on met plus d'argent dans ce domaine-là. Donc moi, ce qui m'intéresse avec la médecine de famille, c'est être capable d'apporter mon apport par rapport à la prévention à un niveau sociétal, si ça fait du sens. Je suis d'accord, puis je suis d'accord avec ce que tu dis, là, tu sais, qu'on est peut-être un peu plus dans l'ombre par rapport à, tu sais, la prévention, la relation au patient, tu sais, le réconfort qu'on peut amener aux patients. On n'est pas en train de les opérer à cœur ouvert puis de leur sauver la vie, tu sais, concrètement au jour le jour. Mais toi, Pierre-François, qu'est-ce que tu trouves qui est les avantages là, de ta pratique en médecine familiale? Les avantages de ma pratique en médecine familiale, je pense que c'est le fait que j'ai
j'ai justement plusieurs types de pratiques, là. Tu sais, j'ai l'aspect urgence où ça me permet de côtoyer des collègues aussi professionnels qui sont pas nécessairement médecins, que ce soit des infirmières, que ce soit des préposés aux bénéficiaires, des inhalothérapeutes. Puis je trouve qu'il nous amène des fois à une vision là, de la médecine quand même intéressante. Il nous challenge dans nos manières de travailler. Puis tu sais, le fait de faire de l'urgence, ça garde tes réflexes quand même assez aiguisés. Puis je transpose aussi cette pratique-là dans mon milieu de travail en clinique, là, dans le sens où quand on est au centre de rendez-vous, il faut quand même aussi garder certains réflexes, là, puis de pas se faire passer des choses qui, des fois, tu sais, le patient est venu te voir parce qu'il y a une relation de confiance avec toi, mais il n'est pas nécessairement dans le bon bureau, là, il devrait peut-être être ailleurs. Fait que, tu sais, dans le fond, dans ma pratique, ce que j'aime, c'est cette diversité-là, c'est le fait de toujours être un petit peu on edge par rapport aux patients que je vois. Dans les plus également, je sais qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais tu sais, au niveau de la flexibilité dans le travail, ça fait partie des éléments que j'aime beaucoup, là. Oui, parce que je sais pas si c'est connu pour les étudiants, cette diversité de pratiques-là. Par exemple, Pierre-François qui parle, qui fait du bureau, ça, c'est ce qui est le plus connu. De l'urgence, personnellement, moi, je pratique dans le Grand Nord aussi. Tu sais, on peut faire pas mal de tout, là, tu sais, des accouchements, tu sais, quoi d'autre, là, tu sais, il y a tellement de choses, là, de la prévention, de la toxicomanie. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que les étudiants, vous êtes au courant de ça ou c'est moins une réalité que vous connaissez? Je pense que les universités mettent beaucoup d'énergie dorénavant pour que les étudiants soient conscients de ça. D'où le programme LFMI que je te parlais. OK. Qui, d'une certaine manière, c'est pas forcé, mais c'est intégré dans notre cursus qu'on doit faire des stages dès la première année avec différents médecins pour voir leurs différentes réalités. Donc, pas juste en clinique, également on the ward, comme on dit, directement comme par rapport à la paperasse, vraiment voir toutes ces différents aspects-là. La réalité, vraiment, Exactement. au jour le jour d'un médecin de famille. Là. Exact. Donc, non, dès la première année, les universités, du moins à McGill, mettent beaucoup d'énergie à ce qu'on soit conscient de cette réalité-là. C'est bien parce que moi, dans les années où j'ai fait mon préclinique, on n'était pas exposé là, tant que ça. On avait peut-être une soirée d'observation une fois de temps en temps, mais de permettre justement aux étudiants en médecine d'être en contact rapidement avec la médecine familiale, je pense que c'est bien parce qu'il n'y a pas un médecin de famille essentiellement qui a la même pratique, là, tout dans une proportion différente, évidemment. Exact. Puis ça fait du sens parce que techniquement, tu sais, le dean de la médecine de notre université a dit que la moitié des médecins de notre cohorte devraient être médecins de famille si on veut pouvoir subvenir aux besoins de la population minimum. Donc, ça fait du sens que ça soit intégré dans notre cursus pour le faire découvrir plus que les autres spécialités en tant que telles. Oui, je pense que, tu sais, la médecine de famille, ça a besoin d'être valorisé puis connu à sa juste valeur, là. Moi, j'ai jamais regretté mon choix, là. Je sais pas pour toi, mais je retournerai pas en arrière. On a une flexibilité d'horaire, on a une flexibilité de pratique. Pierre-François, est-ce que tu as des exemples, tu sais, concrets des avantages de cette flexibilité-là ou de cette diversité, pardon, là, dans ta pratique de tous les jours? Ben moi, j'ai comme un double rôle, là. Tu sais, c'est sûr que dans les horaires d'urgence, hein, c'est des gardes qui sont prévus d'avance, 3 à 6 mois d'avance. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand tu as des empêchements familiales de dernière minute ou des fois, tu peux être sur 2 horaires de garde en même temps que tu t'étais pas rendu compte jusqu'à la dernière minute. Tu sais, c'est sûr que l'urgence amène un petit peu moins cette flexibilité-là, mais tu sais, en bureau, essentiellement, moi, je travaille en Advanced Access. Tu sais, mes horaires de travail... C'est l'accès adapté. Oui, c'est ça, en accès adapté. Excusez-moi pour l'anglicisme. Fait qu'en accès adapté. Puis, dans le fond, je sors mes horaires essentiellement une semaine à l'autre, là. Fait que les patients, quand ils prennent rendez-vous, le rendez-vous s'est développé, mettons, 3 jours d'avance. Ce qui fait en sorte que, ben, je vais les voir quand ils ont vraiment un besoin. Je vais les voir au bon moment, au bon endroit, essentiellement en clinique. Puis, ce qui est intéressant, moi, de mon côté, c'est que, mettons que j'ai un empêchement, ben mon horaire n'est pas booké trop d'avance. Fait que j'ai vraiment tu sais, je peux me retourner de bord, là, à la semaine près, là, si jamais j'ai un rendez-vous pour un membre de ma famille, là, ou si jamais j'ai
j'ai un empêchement, je suis malade ou peu importe. Ouais, la vie, exact, la est vie remplie exactement, d'imprévus, là. d'imprévus. Puis c'est intéressant ce que tu dis sur l'accès adapté. Ouais. C'est ça qui est bien de la médecine familiale, tu sais, qui a peut-être pas dans certaines autres spécialités, c'est que de pouvoir voir le patient directement quand il en a besoin, ça amène tellement une satisfaction, tu sais, puis une impression d'avoir vraiment fait une différence, là, tu sais. Donc ça, je trouve ça intéressant que tu soulèves ça. Kendrick, est-ce que ça t'arrive, là, tu sais, puis sens-toi bien à l'aise de tout nous dire, là, si ça t'arrive d'entendre des mythes ou des préjugés. Tu sais, je sais que la médecine de famille, comme on a dit un peu plus tôt, c'est peut-être moins sexy. On peut avoir une impression, je vais pas faire un gros salaire ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu entends, tu sais, que toi-même tu te dis ou tes collègues? Ma théorie, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais souvent, pour rentrer en médecine, tu as dû être compétitif dans presque tous les aspects de ta vie, toute ta vie, constamment, que ce soit au cégep, que ce soit à l'université. Et là, tu arrives dans ton programme de rêve, et puis tu peux pas juste viser comme ce qui est le plus facile atteignable. On est veut pas, c'est comme, je vais pas dire en nous, mais il y a toujours cet aspect-là de compétition, de viser le top. Puis donc, souvent, le fait que c'est moins contingenté, tu as l'impression que les gens, ils se disent, je veux le prestige d'avoir accès à la spécialité, qu'il y en a un sur 1000. Honnêtement, je suis sûr et certain que ça contribue. Ça contribue, c'est sûr. Tu comprends ce que je veux dire, dans le sens que toute ta vie, t'as été compétitif, puis là, tu settle pour qu'est-ce qui est facile. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire par facile, en guillemets? Ouais, tout à fait, on l'a vu. Donc, définitivement, ça a définitivement un impact. Je pense que c'est un super bon point, puis justement, c'est ça que je trouve dommage, tu sais, que la médecine soit pas encore reconnue comme dans la spécialité qu'elle est, puis dans la complexité, puis tout ça, là, je sais pas. Puis j'ajouterais, là, tu sais, de settle pour le facile, alors qu'essentiellement, ce qui est le plus difficile dans ma job, c'est pas de faire un diagnostic différentiel, mais c'est d'être en relation d'aide avec les gens, là. Tu sais, ça demande quand même une énergie assez importante d'être toujours, justement, d'utiliser son intelligence un peu émotionnelle, sociale, alors que, tu sais, un infarctus à l'urgence, là, tout le monde sait gérer ça, là, essentiellement. Là, tu pourrais à la limite juste cocher sur un protocole ce que tu as besoin de donner comme médication. C'est pas ça, pour moi, le challenge de la médecine, en réalité. Tu sais, la longitudinalité... OK, ouais, je suis pas meilleure que toi. Je pense que les deux, on va s'en faire de ça. Mais le fait de suivre un patient de manière, tu sais, longitudinale, puis, tu sais, de développer une relation de confiance au point où la personne va te donner les parties les plus intimes d'elle-même, là, dans des entrevues. As-tu comme des exemples concrets, tu sais, de cette relation, comme de l'impact que ça a eu, cette relation-là, à long terme? Ben oui, c'est sûr. Là, je fais une comparaison. Moi, j'ai des enfants, j'en ai 3, là. Puis, tu sais, si dans ta relation avec tes enfants, t'es juste là pour la routine préscolaire, puis le retour, puis la routine de dos, clairement, tu passes à côté d'un paquet d'événements. Puis, tu sais, tes enfants, là, comment tu passes la journée? T'auras pas d'informations. Tu sais, c'est vraiment dans les moments où tu vas passer du temps au parc, tu vas porter l'enfant, mettons, à l'école, pas à l'école, mais dans des activités parascolaires, que là, des fois, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Puis là, toi, ta job, c'est de rentrer dans la porte quand elle ouvre. Mais avec un patient, c'est un petit peu la même chose. Tu sais, d'avoir développé une relation de confiance avec quelqu'un pendant des années, ça se remplace pas. C'est impossible là, d'avoir le même niveau de confiance avec quelqu'un que tu vois une première fois. Puis ça arrive justement qu'il y a des gens, tu sais, ça fait plusieurs années que tu vas suivre, puis à un moment donné, il s'ouvre sur sa consommation d'alcool, il s'ouvre sur le fait que il se perçoit davantage une femme qu'un homme. Tu sais, tous des petits événements comme ça dans ma pratique, j'en vis de manière, mettons, quotidienne. Ouais, des petites perles quotidiennes. Des petites perles quotidiennes. Toi, Kendrick, qu'est-ce qui te motiverait à choisir la médecine de famille? Pour répondre à ta question, simplement, c'est je veux aller vers ce que je sais que je contribue le plus, puis que j'aide le plus de gens. OK. Puis, est-ce que tu as certaines craintes par rapport à ce choix-là que tu pourrais faire en médecine de famille? Ouais. Ben, c'est pas une crainte par rapport, parce que je sais que c'est une spécialité que je serais heureux, 100%. Mais contrairement aux spécialités en tant que telles, j'ai l'impression que la renommée peut être un peu plus freinée. Comme par exemple, si je me spécialise en ophtalmologie, par exemple, ce qui est aucunement un de mes intérêts, by the way. Mais si je me spécialise en ophtalmologie,
je peux faire de la recherche dans ça, je peux publier relié à un sujet hyper précis et je peux avoir peut-être un impact académique plus grand. Ça fait du sens? Oui, mais savais-tu qu'on pouvait aussi faire de la recherche en médecine de famille? Je sais pas si tu as une partie de ta pratique qui est là-dedans, mais... Heureusement, non. Oui, on a des moi, cliniques de pas recherche. un intérêt, là, mais c'est correct. Oui, mais c'est juste pour informer, c'est possible quand même en médecine de famille. On a des cliniques de recherche avec lesquelles on travaille, là, puis ça peut être vraiment un pan important de ta pratique, là, si tu le désires. Là. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu le soulèves. Je savais même pas. Si on parle de mythes et préjugés par rapport à la médecine de famille, là, on a souvent l'impression que les médecins de famille, vu qu'il y a moins peut-être de prestige associé ou certaines choses comme ça, on est moins valorisé, moins satisfait. Mais tu sais, il y a des études quand même qui démontrent dans le JAMA en 2019 qui ont montré que malgré toutes ces pressions-là, les défis, les médecins de famille, ça fait quand même partie des spécialités là, chez qui on retrouve le plus grand sentiment de satisfaction professionnelle à cause de notre rôle, tu sais, qui est tellement important auprès du patient. Oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. Tu sais, la renommée dans l'œil de qui, tu sais. C'est sûr que, tu sais, durant nos stages en médecine, moi, je me rappelle, durant l'externat, tu sais, quand tu côtoies un cardiologue, j'ai un exemple en tête. Moi, dans un stage en cardiologie, j'étais externe, puis je me rappelle que, tu sais, j'avais quand même de la facilité en cardio, puis je répondais aux questions quand on se faisait challenger, puis tu sais, m'a dit, tu serais vraiment un bon cardiologue. Ouais, mais c'est la médecine familiale qui m'intéresse parce que j'aime aussi la pneumo, j'aime aussi la gynéco. Puis tu sais, t'as quand même toujours un petit feeling que tu dis ça puis que les gens disent OK, il va, tu sais, il satisfait de peu. C'est drôle que tu dises ça, je m'étais fait dire exactement la même chose par un cardiologue aussi qui m'avait dit ce serait dommage, tu sais, que tu choisisses la médecine familiale alors que je me disais quoi, tu sais, c'est justement, tu sais encourage c'est correct, chacun sa spécialité, mais je pense que c'est véhiculé même à travers les universités, parfois maladroitement par certaines personnes, que si tu as du potentiel, ben tu devrais viser autre chose que la médecine de famille. Je sais pas si tu as eu... non, mais 100%. Surtout si, tu veux pas même... Tu parles aux gens en général. Quand tu leur dis que t'es en médecine, ils sont toujours comme... Je vais pas dire impressionnés, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Mais la deuxième question, c'est toujours, est-ce que tu t'es spécialisé? Tu comprends, non? Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Et puis, même les profs, même comme tu as donné ton exemple avec les cardiologues, si même la personne qui t'évalue fait des jugements comme ça, c'est normal qu'à un moment donné, les étudiants en médecine commencent à être biaisés un peu. Ils s'orientent vers plus instinctivement vers les spécialités. Puis aussi, je pense que un des problèmes majeurs par rapport à la perception des spécialités, souvent, c'est que c'est le deuxième choix de beaucoup de gens. Puis ils finissent par pas avoir leur premier choix. Donc, la médecine de famille est associée à « j'ai pas eu mon premier choix ». Oui, tu as raison. Oui, tout à fait. Donc, moi, si, en tant que tel, la médecine de famille m'intéresse, c'est mon premier choix, mais que ce choix-là, c'est associé un échec pour beaucoup de gens, c'est normal que instinctivement, beaucoup d'étudiants en médecine sont comme « pourquoi j'irais vers le choix d'échec, en guillemets, de plusieurs gens ». Kendrick, je pense que tu as un parcours un peu atypique qui t'a amené en médecine, en tout cas, que je trouvais à l'histoire. Veux-tu nous partager un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer la médecine ou à faire tes études? Ouais. Donc, effectivement, jamais de ma vie, j'aurais cru que je deviendrais médecin un jour. Honnêtement, si vous m'aviez vu avant, vous n'auriez pas deviné. Right? J'ai toujours une certaine facilité à l'école, mais je m'étais jamais donné. Dans le sens que j'avais toujours peut-être 60-70% de moyenne. Puis moi, ce qui m'intéressait, c'était le foot. Je faisais du foot, right? Puis au secondaire, en secondaire 5, je m'étais inscrit en sciences humaines, profil administration. J'étais un business bro, en gros, comme on dit. OK. Tu l'as encore un peu. Oui, c'est ça. Ouais, c'est encore un peu, c'est vrai. Mais, tu sais, je pense que c'était pas nécessairement... C'était plus comme pour bien gagner ma vie, puis le chemin normal qu'on devait aller après le secondaire. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, en gros, c'est que j'ai eu un accident de voiture l'été après le secondaire 5, juste avant de commencer le cégep. Et puis, j'ai eu le crâne ouvert, justement, j'ai une cicatrice ici, vous pouvez voir, mais tout était... Un gros accident. Ouais, c'est un gros accident, envoyé mon cerveau, là, c'est quand même intense. Oh là là, OK. Puis dans l'hôpital, comme j'expliquais tantôt, dans l'hôpital, j'entendais les médecins dire « Ah, il va sûrement pas s'en sortir. » Puis moi, dans ce moment-là, j'étais juste comme... Tu sais, j'avais pas peur de mourir, j'étais juste comme « Wow, ma vie s'est résumée à comme faire les choix faciles,
pas vouloir comme avoir l'impact que je veux. Puis là, puis on dirait que je parle comme si j'étais dans un film, mais c'est vraiment vrai. Je me suis vraiment dit, j'ai regardé ça, je me dis, pour vrai, si je survis, ma vie, comme, je m'en fous que je vis 2 jours de plus ou si je vis 50 ans de plus, je sais que chaque jour, je vais avoir le plus d'impact possible pour que si jamais je meurs encore, je meurs encore. Si jamais j'arrive dans une autre situation comme ça, puis que ça se peut que je meure, jamais je vais me dire, j'ai pas fait le plus que je pouvais avec les ressources que j'avais à ce moment-là. So, évidemment, j'ai survécu, comme vous vous en doutez. Et, heureusement. Heureusement, ouais. J'ai vu comment que c'était un urgentologue puis un chirurgien plasticien, parce que j'ai eu, by the way, 5 chirurgies plastiques pour refaire mon visage puis mon front. Le confort que ça m'a apporté à moi, mais pas juste à moi, même à ma famille, après les soins que j'ai reçus, je me suis dit, si moi, je peux avoir ce genre d'impact-là dans la vie des autres, je pense que ma vie aurait un meaning. Ça fait du sens. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment touchant. Puis c'est tellement une belle tu sais, de choisir la médecine pour avoir un impact sur les autres. Là. Je pense que c'est la meilleure raison pour laquelle on peut s'impliquer en médecine. Là. Je pense qu'impact, c'est vraiment le mot que j'aime le plus. Là. Puis en sortant de l'hôpital, parce que évidemment, j'avais pas fait mes maths forts, chimie, physique au secondaire. Fait que ma première année au cégep, j'ai fait mes équivalences. Là. Puis après, j'ai fait sciences nature, j'ai appliqué aussi à l'université, puis je suis là aujourd'hui. Fait que c'est ça l'histoire. Ouais. Félicitations. Ouais, merci, vraiment, c'est vraiment impressionnant. Puis je suis quand même curieuse de savoir si, tu dis que tu te serais jamais vu médecin avant. Est-ce que tu as des préjugés que tu avais en tête? Est-ce que tu pensais que tu n'avais pas le profil type? Qu'est-ce qui faisait en sorte que tu n'as jamais pensé à la médecine? C'est que je me voyais pas à travers les médecins que je voyais. Pour plusieurs raisons. Tu sais, on peut la diversité, premièrement. Il n'y a pas beaucoup de diversité chez les médecins. Tout à fait. Je viens pas nécessairement d'une famille académique. Right? J'ai pas vraiment beaucoup de monde de ma famille qui sont allés à l'école. Donc, pour moi, ça jamais eu ce réflexe-là, nécessairement. Moi, c'est ça. Il y avait aucun membre de ma famille qui était médecin. J'ai jamais eu En fait, je te dirais, j'ai jamais eu quelqu'un même qui m'a forcé à dire « OK, là, tu vas à l'école, là, tu dois... » Tu sais, il y a des gens qui, comme, leurs parents leur mettent un peu de pression. Absolument. Puis qu'eux, ils se plaignent de ça, mais moi, quasiment, je me plains du fait que j'ai pas eu assez de pression. J'étais trop comme free-for-all, on va dire. C'est comme, t'as l'impression, tu sais, parfois, c'est comme si même de génération en génération, on peut se dire « Ah, ben, on le voit pas pour toi, on l'a pas vu pour nous, puis c'est comme quelque chose qui peut se transmettre, là. » Puis je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, tu sais, que quand tu vois pas des modèles qui te ressemblent en médecine, ben c'est sûr que c'est pas un choix qui va être facile, mais c'est pour ça que c'est tellement important, je trouve, ce que tu fais, tu sais, avec tes réseaux sociaux et tout ça, là. Ben, j'apprécie vraiment, puis c'est pour ça que, tu sais, les réseaux, je trouve ça, puis ça, c'est un point d'honneur, là. J'ai perdu beaucoup d'opportunités, puis tout, parce que je veux vraiment être le plus authentique possible dans mes vidéos. Donc, si j'ai des choses à dire, mettons, moi, je vous donne un exemple, right? Je parle de la manière que je parle. Des fois, je veux pas dire que j'exagère, mais j'ai pas envie de jouer un personnage trop professionnel, je m'habille de cette manière-là. Jouer juste parce que je suis rentré en médecine, maintenant, j'agis d'une autre manière. Ouais. Justement, au contraire, je veux que les gens me voient, les gens du hood de Longueuil, comme je dis, me voient et disent, le gars, il est littéralement comme moi, il parle comme moi, si lui a été capable, pourquoi moi, je suis pas capable? Exact. So, c'est pour ça que je veux pas changer qui je suis d'une certaine manière. Puis la représentation, oui, c'est important en termes de couleur, de peau évidemment, mais aussi en termes de background. Absolument. Right? On veut des gens qui viennent vraiment de tous les milieux sociaux. Puis surtout, tu sais, quand on parle de médecine familiale, je pense que d'avoir un médecin qui te ressemble, tu sais, mettons, on parle juste de couleur de peau, mais tu sais, aussi, t'as le background, t'es capable de comprendre beaucoup mieux certains patients, certaines populations, que, tu sais, quelqu'un qui vient d'un milieu aisé, qui n'a pas eu d'enjeu dans sa vie. Tu sais, je le vois aussi, moi, dans ma pratique, dans le Grand Nord, là, tu sais, il y a tellement d'enjeux de besoins primaires non comblés, tu sais, tellement de choses qu'on voit moins en ville. Non, c'est pas important. Oui, absolument. Puis, tu sais, si on parle de fit médecine familiale, justement, tu sais,
toi, qu'est-ce que tu vois comme profil type de quelqu'un qui serait un médecin de famille, là, quand on parle de personnalité? On s'imagine tout, tu sais, mettons, le chirurgien super sérieux, tu sais, il fera jamais d'erreur, etc. Je pense qu'il y a quand même des valeurs de base qui doivent être présentes, comme justement l'écoute, sans jugement, l'acceptation de l'autre, une certaine authenticité aussi dans la personne qu'on est. Je pense que c'est une humilité, tout à fait. Surtout. Je pense que ça, c'est des... probablement pour n'importe quel médecin. C'est ça que j'allais dire, c'est comme ça devrait pas être des valeurs de tous les médecins. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est d'autant plus important de par la proximité puis l'accessibilité que les gens ont à la médecine familiale que nous autres, on soit vraiment comme fondamentalement, authentique et vrai avec les gens là, pour que le lien de confiance se fasse facilement. Là. Je trouve que, tu sais, je sais pas pour... Tu sais, moi, quand je suis arrivée à ma première journée de pratique, là, je trouve que les médecins de famille sont cool, là. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut dire, à mais notre clinique aussi, exact, tu sais, c'est des gens... tu sais, de par tout ce qu'on a parlé de renommée, de prestige, qu'on se prend peut-être moins au sérieux qu'un autre, tu sais. C'est des gens qui sont accueillants, plutôt relax, là, pour la plupart. Là, on a tous nos personnalités, on peut pas nous mettre dans une boîte. Non. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la collégialité auprès des médecins de famille. Puis c'est quelque chose qui, après mes études en médecine, surtout dans les études en médecine, on est dans des milieux universitaires qui, j'ai l'impression, sont... c'est pas la même chose que des milieux communautaires, là, tu sais, où est-ce que... on se tutoie entre médecins, là, tu sais, puis qu'il y a moins cette hiérarchie-là. Je pense qu'il fait en sorte que si on côtoyait plus de médecins de famille, là, tu sais, puis qu'on était plus dans leur journée au jour le jour, à avoir des contacts avec eux, peut-être que ce serait plus intéressant. Tu sais, je sais pas si tu peux nous décrire, mettons, une semaine type, là, dans ta vie, comme médecin de famille qui fait pas juste du bureau, là. Ouais. Ben, tu sais... c'est ça, comme je disais, je travaille au centre médical Étrière, fait que tu veux pas, on a une pratique vraiment plus de bureau, mais même dans la partie, tu sais, la pratique de bureau, c'est quand même assez diversifié. Moi, j'ai un intérêt pour les infiltrations, mes collègues de travail le savent, fait qu'ils vont me référer souvent des patients, là, pour que... Ils t'appellent dans ton bureau, là, j'ai un genou infiltré. Ah oui, ou ils viennent cogner à ma porte, là, tac, tu sais, puis on a une belle collégialité, justement, dans notre clinique, on s'entend quand même tous bien, puis on a tous des profils de pratique quand même complémentaires, fait que ça peut être une clinique d'infiltration, après-midi sans rendez-vous. Après ça, une journée suivante, ça va être du bureau. Là, ça va être vraiment plus du suivi longitudinal de patients que j'ai vraiment là dans ma patientèle. Après ça, le lendemain, je peux être de soir à l'urgence. Là, à l'urgence, évidemment, c'est plus des... Tu sais, oui, il y a de l'urgence mineure, mais des fois, on a, je sais pas moi, moi, je travaille dans le fond dans Pont-Neuf, il y a un super gros centre de vélo de montagne à côté, effectivement. Des accidents. Le pneumothorax, sinon, tu sais, la personne âgée qui arrive en DEG, qui habite seule à domicile, on essaie de trouver une manière, là, justement, d'organiser pour que ça soit sécuritaire le retour à domicile. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de spécialités que tu peux passer de... j'ai une infection au doigt à je viens de m'éclater la tête, là, tu sais, en vélo de montagne, puis je fais une dépression, là, ou genre la madame, tu sais, qui arrive avec des douleurs abdominales, puis finalement, 15 minutes plus tard, elle accouche. Elle savait même pas qu'elle était enceinte, puis elle accouche à l'urgence. Incroyable. Ça, c'est ça, exact. C'est un sac à surprise, là, à chaque fois. Oh, ça, ah oui. Fait que, tu sais, c'est un sac à surprise, la médecine familiale, c'est ce qui fait en sorte qu'on a une spécialité tellement complète, là, ça passe du coq à l'âne, toi et moi. Là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'ennuyer en médecine de famille, au contraire, là, alors que, comme on vient de démontrer, là, ça peut... Je suis rendu à ma 10e année, là, puis il n'y a pas eu une journée qui s'est ressemblée là, jusqu'à présent. Puis tu sais, c'est ça qui est le fun dans une semaine, justement, tu sais. T'es pas au bureau toute la semaine, t'es pas à l'hospice. Ben, il y en a qui vont faire de l'hospice toute la semaine, mais tu sais, vraiment, tu peux faire une variation tant dans les tâches que tu fais, tes intérêts, ton horaire de travail. Moi, je travaille de soir, de nuit, je travaille de jour. Ben, tu sais, c'est sûr que ça amène son lot de défis dans la gestion familiale, mais par contre, ça a des super avantages. Tu sais, quand je finis à 8 heures le matin à l'urgence, tu sais, je m'en vais des fois à l'épicerie, faire l'épicerie pour la semaine. Ça donne un coup de pouce aussi pour mettons, le fonctionnement plus familial. Tu sais, des fois, ça va être des rendez-vous qui vont être placés un petit peu à travers ça. C'est sûr que ça vient des fois avec la gêne de croiser un patient à l'épicerie un mardi de jour, là, surtout quand on se fait dire dans les médias qu'on travaille pas assez. Des fois, je suis cerné, fait que je me dis, ça doit paraître. Regardez mes cernes. C'est ça, regardez, là, ici, j'ai travaillé jusqu'à 8 heures. J'ai une question par rapport à, justement, avant de commencer
Med 1, la première année. Ouais. Je savais pas c'était quoi la vraie définition de bureau. Juste peut-être pour les étudiants qui écoutent. Qui savent. Ben, le bureau, c'est que dans le fond, c'est sûr que des fois, on en fait un peu de la clinique externe, là, en médecine interne, dans des stages externes. Sauf qu'en médecine familiale, la plupart des médecins de famille vont travailler dans ce qu'on appelle un groupe de médecine familiale. Un groupe de médecine familiale, c'est un ensemble de médecins qui se joignent ensemble, puis qui vont partir une clinique dans laquelle ils vont louer un bureau. Puis ils vont avoir une quantité de patients qui vont leur attribuer. Puis dans le fond, tu as la responsabilité d'assurer le suivi de ces patients-là à long terme, de recevoir les demandes de consultation, les résultats de laboratoire, les résultats d'imagerie que tu as demandé pour ces patients-là. Puis dans le fond, ce qui est intéressant avec les GMF, c'est qu'on partage un petit peu la responsabilité collective aussi de la prise en charge pour les rendez-vous d'urgence ou autres. Fait que, tu sais, nous autres, de la manière qu'on fonctionne au Centre médical Estrière, c'est qu'on va avoir une clinique sans rendez-vous où on va être en rotation comme médecin de famille. Puis là, mais ça va être vraiment les problématiques comme plus, je sais pas, moi, je me réveille, je vomis, j'ai besoin de voir un médecin, ben je vais prendre un rendez-vous d'urgence dans la clinique où tu vas pas nécessairement voir ton médecin de famille, mais tu vas avoir un médecin de la clinique. Puis sinon, ben si j'ai un problème qui est pas urgent, j'ai besoin, je sais pas, moi, j'ai une toux qui persiste depuis 3 mois, mais tu sais, c'est pas besoin d'être vu demain matin. Ben là, je vais prendre un rendez-vous avec mon propre médecin de famille ou avec lequel j'ai une relation de confiance. Puis là, ben, je vais aller le voir. Fait que, tu sais, quand on parle de bureau, c'est cette section-là de plage horaire où je vais voir les gens qui n'ont pas de rendez-vous, mettons, urgent nécessaire, mais qui veulent vraiment voir leur médecin de famille avec qui ils ont bâti une relation pour faire les investigations ou autre. Là. Donc, bureau, c'est du sans rendez-vous, dans le fond. Non, le sans rendez-vous, c'est vraiment, tu sais, j'ai un problème de santé semi-urgent, pas assez urgent pour que j'aille à l'urgence, mais tu sais, il faut que ça soit vu comme dans le prochain 48 heures. Ben là, le sans rendez-vous, c'est un peu contre-intuitif parce qu'avant, les gens se présentaient sur place sans rendez-vous, vraiment. Sauf que là, maintenant, on devrait appeler ça plus des rendez-vous d'urgence, mais les rendez-vous d'urgence à la clinique où moi je travaille, ben, on se partage collectivement, l'ensemble des 20 médecins, cette responsabilité-là. Fait que, tu sais, les patients qui vont avoir besoin d'être vus rapidement, ils vont voir un des médecins de la clinique. Alors que le bureau, moi, je le vois plus comme étant plus le suivi de mes propres patients. Moi, là que tu fais la prévention aussi. La prévention. Le renouvellement de la médication. Exact. Tu sais, tout le suivi des maladies qui sont plus chroniques. Exact. Fait que pense à toi, là, si tu te dis... oh, j'ai mal dans le dos depuis 6 mois, ben il faudrait que tu ailles voir ton physio, mais tu sais, peut-être, sinon, voir ton médecin aussi. La plupart des patients vont aller prendre un rendez-vous avec leur médecin, là. Donc, c'est ça du bureau, puis c'est à travers ça qu'on suit nos patients à long terme. Là. Mais ça, je suis content que tu poses la question parce que, tu sais, la réalité de la médecine familiale est vraiment peu connue parce qu'on n'est pas tant exposé au GMF dans notre parcours scolaire, là. Fait que, tu sais, justement, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits dans les dernières années, je pense dans l'ensemble des universités du Québec là, qui ont des facultés de médecine, mais tu sais, ça devrait vraiment être introduit rapidement dans le cursus pour que, tu sais, il y a un étudiant de médecine qui vienne au bureau, qui voit c'est quoi le fonctionnement du Parce que rendez-vous. même, tu sais, dans la résidence en médecine familiale, je trouve que le bureau, c'était pas comparable. Tu sais, nous, dans les cliniques, on a accès à des infirmières, à des travailleurs sociaux. Il y en avait aussi dans les cliniques universitaires, mais on est moins encouragé à les utiliser parce qu'ils veulent plus qu'on fasse tout de A à Z. Mais tu sais, en pratique... moi, je vois un patient, il va probablement, je le transfère par la suite souvent aux infirmières, aux pharmaciens en communauté, aux pharmaciens de la clinique. Tu sais, fait que tu travailles quand même vraiment plus en équipe que ce qu'on pense. Là, je pense qu'on a l'impression que les médecins de famille, on est dans notre bureau tout seul avec les patients puis qu'on parle pas à personne d'autre toute la journée. Mais je sais pas pour toi, mais moi, je collabore à journée longue, là, tu sais, à envoyer des patients voir d'autres professionnels. Oui, tout à fait. Puis c'est ce qui rend ça aussi... un autre des avantages de la pratique, là, de pouvoir collaborer avec d'autres collègues. Oui, c'est la collaboration, elle se fait pas juste de médecin à médecin, elle se fait aussi de médecin à infirmière, médecin à physio. Puis tu formes des partenariats aussi des fois. Là, il va y avoir une clinique de physiothérapie qui va être dans la même bâtisse que toi. Quand tu as une problématique plus musculo-squelettique, des fois, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui a vraiment cette expertise-là à portée de main pour être capable de t'aider dans ta prise en charge. Parce que c'est un domaine qui est tellement vaste, on peut pas être parfait, là, dans ça me fait penser, c'est ça, exact. à ce que tu parlais, tu sais, que une de tes craintes, c'est de devoir tout connaître, mais
Tellement pas. Dans le fond, tu sais, c'est sûr qu'on est content d'être éduqué puis d'avoir plein de connaissances, mais je sais pas pour toi, moi, 15 fois par jour, là, tu sais, je fais des recherches sur Internet. Ben, pas sur Google, là, tu sais, mais on a nos sites dédiés à ça. Mais, tu sais, ça fait partie premièrement, de toutes tes journées, d'aller pousser un petit peu plus loin. Les spécialistes sont au bout du fil. On a maintenant accès à quasiment des chats avec les spécialistes, là, qui te répondent à quelques journées. Il y a maintenant, de plus en plus d'intelligence artificielle. Je pense que, l'humilité, c'est important dans notre pratique, donc de savoir ce que tu connais pas, tu sais, puis d'être capable d'aller chercher l'information partout, mais on n'est pas obligé de tout connaître, là, tu sais, puis on n'est pas les experts de tout, mais il y a beaucoup d'informations qui est accessible, puis de plus en plus, là, tu sais, on n'a pas 25 ans de pratique, là, je pense que dans le temps, il fallait que tu ouvres ton manuel, maintenant, c'est plus rapide, c'est beaucoup plus facile avec les outils qu'on a, justement, puis tu sais, ce qui est le fun de la médecine familiale, entre autres, c'est qu'il n'y a pas de limite à tes apprentissages. Si tu es à l'aise en cardiologie, tu peux pousser davantage tes investigations. Tu peux même, à la limite, le gérer que 100% de ton cas, là, s'il n'y a pas nécessairement de technique spécifique à faire. Fait que, tu sais, les limites, c'est un peu toi qui te les mets, mais je pense qu'il faut, comme tu le dis, être bien entouré, à savoir où chercher l'information pour être capable d'aller vraiment au maximum de ce que toi, tu veux faire comme médecin. Puis on a l'avantage du suivi. Oui, exact. Au début, moi, je stressais beaucoup de « Oh mon Dieu, je sais pas qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que je vais faire? » Ben, ce que je vais faire, je vais peut-être lui dire de revenir la semaine prochaine, là, tu sais, commencer un traitement, essayer quelque chose, tu sais, puis revoir quand il revient si ça s'améliore ou pas. Tu sais, on a cette chance-là d'avoir des plages en accès adapté rapidement. Parce que dans d'autres spécialités, ben, le prochain rendez-vous dans la clinique externe, c'est dans 6 mois, puis tough luck, là, tu sais. Puis c'est 6 mois US, là, dans le sens où c'est souvent 9-10 mois, là. Oui, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, pour ça, je pense que c'est un mythe qu'il faut défaire, là, qu'on doit tout connaître. Là. En fait, c'est le fun d'être expert d'un peu tout. Puis, surtout dans la vie de tous les jours, là, c'est sûr qu'on devient rapidement une ressource pour notre famille, nos amis. T'sais. C'est sûr que, moi, j'aime dire que si, mettons, je me perds dans le bois, là, c'est avec quel genre de médecin que je veux être, c'est clairement un médecin de famille. Là, parce que, tu sais, t'es capable de faire de la pédiatrie, t'es capable de faire de l'adulte, de la gériatrie, t'es capable de... certains médecins ont une expertise en accouchement, d'autres en urgence. Fait que, tu sais, on a vraiment dans le fond, un éventail de pratiques qui est tellement large. Fait que, tu sais, veux pas, si tu pensais aller en pneumologie, t'as été refusé, puis finalement, t'es en médecine familiale. Pauvre toi, mais tu sais, tu vas en faire de la pneumologie, là, aussi, là, tu vas en continuer à en faire de la pneumologie, puis tu sais, si t'as vraiment un intérêt, tu peux pousser au maximum. À la limite, il y a rien qui t'empêche de faire une investigation au même titre que le pneumologue, là. Tu sais, les problèmes de santé, il en manque pas, là, tu sais, avec les patients, là. Exact. Tu sais, puis c'est ça, quand tu parles de diversité, tu peux être médecin dans des événements sportifs si t'aimes le sport. Tu peux être médecin dans des festivals si t'aimes la musique. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'un psychiatre peut nécessairement faire, là. Donc, tu sais, ou même, moi, dans ma pratique, ben, je prends l'avion puis je m'en vais dans le Nord, là. Tu sais, c'est des territoires que c'est pas tout le monde puis c'est vraiment pas tous les spécialistes qui peuvent aller dans ces territoires-là. Donc, ça, c'est sûr que, tu sais, c'est un des milliers d'avantages de la médecine de famille, là. Je pense qu'on le démontre. Pourquoi tu vas dans le Nord, en fait? J'ai une question comme pourquoi tu vas dans le Nord? Comme tes motivations par rapport à ça? Oui. Ben, tu sais, tu me parlais tantôt que tu voulais potentiellement faire de la médecine humanitaire et tout ça. Ben moi, j'ai des racines autochtones, premièrement. Fait que c'est sûr que de redonner aux communautés, c'est quelque chose qui est super important pour moi. Puis, c'est aussi un type de médecine que je trouve hyper valorisant. On va aux bases de la médecine, là, quand on est là-bas. Là, on se fie beaucoup à notre histoire clinique, à nos examens, parce qu'on a moins d'accès, là. Donc, c'est une médecine qui est super riche. C'est des communautés avec qui j'aime beaucoup travailler. La collaboration est hyper importante. Donc, c'est pour ça. Puis, ça me permet, tu sais, ça change. Là. Une semaine dans mon mois, je vais être au bureau à Québec en train de voir des patients. Puis la semaine d'après, je suis dans l'avion. J'ai déjà, tu sais, on fait parfois, c'est très rare, mais tu sais, des évacuations en hélicoptère, des choses comme ça. Tu sais, c'est la portion aventure. Tu sais, si tu l'as en toi, ben ça, c'est une des... Aventure. Je pense que j'aime ce mot-là. J'avais pas réalisé la portion. Parce que c'est un luxe que je pense que pas toutes les spécialités ont, de pouvoir... De pouvoir aller dans oui, c'est sûr, parce que les communautés, souvent, tu sais, ont 800 000 patients. Probablement qu'ils pourraient avoir plus de spécialistes qui y vont, mais c'est vrai que c'est pas encore super implanté, là, d'avoir un poste là-bas, là, comme spécialiste. Donc, c'est une chance qu'on a comme médecin de famille. Mais pour être honnête,
si je suis hyper honnête, une de mes peurs par rapport à la médecine de famille, c'est que si je peux faire un métier pour les 30 prochaines années, j'ai pas envie de juste être à mon bureau, que des enfants qui veulent des prescriptions pour parce qu'ils veulent pas aller à leur examen, tu comprends? Puis juste renouveler des prescriptions comme ça. C'est pas la vie que je veux. Est-ce que c'est un peu les stéréotypes que j'entends sur la médecine de famille souvent. À quel point c'est vrai, à quel point c'est faux? Ben, c'est sûr qu'il y a une portion de la pratique, évidemment, qui est du renouvellement, là, dans le sens où, à un moment donné, les patients qui ont des maladies chroniques, évidemment, la prescription vient à échéance. Des fois, on aimerait bien que ça soit à perpétuité jusqu'à temps qu'on ait juste besoin de la changer, mais c'est pas le cas encore. Mais, tu sais, la médecine familiale, tu sais, c'est vraiment vaste. Puis, tu sais, à l'urgence, des fois, on est face à des situations quand même assez inusitées, là. Dans le fond, des fois, tu peux avoir des gens qui vont faire des accidents de voiture, faut que tu mettes un drain thoracique, qui ont des complications intra-abdominales, faut que tu les transfères pour des soins tertiaires. C'est sûr que moi, je travaille dans un milieu qui n'a pas nécessairement de chirurgien sur place. Donne un exemple, c'est déjà arrivé, mettons qu'une patiente arrive à l'urgence, elle avec des douleurs abdominales, puis 15 minutes plus tard, on est en train de l'accoucher, là, parce qu'elle savait même pas qu'elle était enceinte, puis finalement, ça sortait, ça poussait. Des patients, des fois, en bureau, qui se présentent sur place, mais avec des douleurs à la poitrine ou qui arrivent avec des difficultés respiratoires, que ça fait comme 2 jours qu'ils attendent leur rendez-vous, mais que finalement, quand ils arrivent sur le point du rendez-vous, ça a comme complètement évolué défavorablement dans les dernières heures. Fait que, tu sais, de la gestion, de bronchodilatateurs, appeler l'ambulance à partir du bureau, ça arrive aussi. Donc, c'est diversifié. Fait qu'il y a quand même, je pense que c'est ça, ta crainte. Tu sais, je parlais, cette fin de semaine, j'ai rencontré un médecin, un ancien médecin retraité qui avait comme 88 ans, puis il me parlait, lui, ou 85, peu importe, il pratiquait avant la RAMQ, tu sais, avant qu'on soit payé par la RAMQ, fait qu'il me parlait, tu sais, un accouchement, c'était 75 $, puis il fallait que, tu sais, qu'il récupère l'argent auprès des patients. Tu sais, il y a plein de tâches, comme la médecine évolue tellement rapidement, donc, moi, je suis pas inquiète, là. Tu sais, je suis quand même positive pour l'avenir de la médecine familiale, là. Surtout que, tu sais, souvent, quand il y a des problèmes dans un système, là, tu sais, ça pousse à trouver des solutions. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment une bonne question que tu poses, puis que c'est vrai que c'est une crainte que sûrement plusieurs étudiants ont. Puis moi, j'ajouterais qu'en médecine familiale, on est souvent à l'avant-garde dans ces genres de domaines-là. Tu sais, dans le milieu hospitalier, quand tu travailles comme spécialiste, tu es un petit peu tributaire du milieu dans lequel tu travailles, qui est l'hôpital, avec les gestionnaires de l'hôpital qui implantent à leur rapidité des outils technologiques. On va se le dire, c'est très lent, là. Alors qu'en clinique, moi, déjà, j'ai un dossier médical électronique. J'utilise l'intelligence artificielle pour faire mes notes médicales. Je vais, dans le fond, à la fin de l'entrevue, simplement modifier quelques petits éléments dans ma note médicale, mais la transcription se fait par l'intelligence artificielle de la rencontre que j'ai eue. Et c'est toutes des choses qui sont arrivées dans les dernières années qui facilitent mon travail. Puis ça, avant que ça se rende à l'hôpital, je pense que ça va prendre plusieurs années encore, là. Pierre-François, tu sais, t'es parent de 3 enfants. As-tu l'impression qu'il y a des avantages là, à pratiquer comme médecin de famille quand t'arrives avec une réalité comme ça là, de famille, là? Ben c'est sûr que oui, là, dans le sens où le fait d'être médecin de famille, je pense que c'est un des avantages indéniables, là. C'est la flexibilité, c'est le fait que je suis capable d'être plus présent pour mes enfants, là, que je pourrais m'imaginer en tant que spécialiste, mettons, où beaucoup plus de gens dépendent de moi, là. C'est sûr que le fait de travailler comme médecin de famille, d'avoir un horaire en accès adapté, ça me permet de des fois sortir mon horaire un petit peu plus de manière restreinte ou moins d'avance. Fait que quand il y a des rendez-vous qui se rajoutent dans mon horaire, ben je peux être présent en tant que papa. Les tâches retombent pas toujours sur ma conjointe, là, évidemment. Je pense qu'on a une façon de se partager qui est plus équitable que si, mettons, je travaillais en milieu hospitalier ou, tu sais, je suis une semaine complète de garde ou, mettons, j'ai du bloc opératoire qu'évidemment, je peux pas annuler puisqu'il y a des gens qui attendent depuis des mois. Le fait d'avoir un horaire variable aussi, c'est, au début, j'angoissais un petit peu, là. On est habitué comme résident de toujours être au maximum, puis d'avoir des horaires de 80-100 heures semaine. De retourner avec un certain contrôle sur ton horaire comme médecin de famille, c'est angoissant initialement, mais je
commence à apprécier justement des fois un lendemain de garde, d'avoir une journée où je peux aller faire l'épicerie, je peux booker un rendez-vous, je peux aller, mettons, faire une activité avec mes enfants parce que ça fit sur une journée pédagogique. Tu sais, je me sens épanoui dans mon rôle de parent, je me sens épanoui quand même aussi dans mon rôle professionnel familial. C'est ça, t'es comme un meilleur Exact. médecin parce que t'es pas frustré de te faire Tout à voler fait. du temps de famille, puis un meilleur papa parce que, Exactement. c'est un cercle C'est ça. vertueux. Puis, un cercle vertueux. Puis, tu sais, quand il y a une problématique familiale, mettons, qui est rapportée par un patient, ben, je suis capable aussi ouais, exactement, d'être empathique parce que, tu sais, moi aussi, je le vis. Je suis pas un papa absent, là. Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, pour la conciliation de travail-famille, tu sais, c'est le meilleur des mondes, la médecine familiale. C'est vraiment flexibilité, puis temps de qualité avec mes proches. OK, donc on serait rendu à notre segment questions sous pression. Donc, c'est des vrais ou faux. Petite réponse rapide. Kendrick, si je commence avec toi. La médecine familiale, c'est la spécialité qu'on choisit par défaut. Faux. Pierre-François, la médecine familiale est un moteur de l'adoption des outils numériques de santé. Vrai, mais pas parce que les spécialistes veulent pas, mais parce que le cadre dans lequel ils travaillent, je pense en milieu hospitalier, est peut-être restrictif. OK. Suivre toute une famille pendant 20 ans ou rencontrer toujours de nouveaux patients? Les deux. C'est ce que la médecine familiale te permet. Absolument. Très bonne réponse. Kendrick, impact immédiat ou impact durable? Impact durable. Ouais. Prévention ou cas compliqué? Prévention. Down the line. Ouais. Pierre-François, être reconnu par ses pairs ou être reconnu par ses patients? Patient. C'est ce qui est beaucoup plus satisfaisant puis ce qui fait en sorte que tu te sens épanoui et heureux dans ta vie professionnelle. Merci à vous deux de vous être prêtés au jeu puis d'être venus pour notre podcast. Je pense qu'on a réussi vraiment à répondre à des questions des étudiants. C'était vraiment le fun. Oui, éclairer un peu c'est quoi le rôle du médecin de famille. Pierre-François, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu auras à dire aux futurs étudiants là, qui penseraient potentiellement à la médecine de famille. Ben, c'est sûr que la médecine familiale, pour moi, ça a été un choix que j'ai jamais regretté. Ça m'a permis de m'épanouir, dans le fond, tout au long de mes 10 dernières années de travail. Tu sais, c'est sûr que je trouve que, oui, le médecin de famille a un impact durable sur la vie des patients, mais c'est une relation. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de mes patients qui ont eu un impact durable aussi sur ma vie, en ce sens où, tu sais, d'apprendre la résilience des autres. Je suis certain que toi, avec l'expérience que tu as vécue, oui, tu as eu une passion qui t'a été donnée pour la médecine, mais d'être en contact avec des gens comme toi qui ont eu une résilience. Les médecins, ça nous encourage à poursuivre notre travail, puis ça nous amène même des fois à repenser la médecine différemment aussi, là. Fait que, pour moi, la médecine familiale, c'est le plus beau des métiers, c'est ce qui me permet d'être heureux dans ma vie professionnelle. C'est beau, ça. Puis Kendrick, est-ce que tu as quelque chose que tu as retenu d'aujourd'hui là, que tu ramènes avec toi? Ce que je ramène le plus avec moi aujourd'hui? Je te dirais c'est surtout plus l'aspect de... Quand tu vas faire ton choix de spécialité, pas nécessairement prendre en compte ta vie actuelle puis tes désirs actuels, mais prendre aussi en compte qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans quand tu vas avoir une famille. Tes intérêts vont changer, veux pas. Donc, c'est important que tu prennes ça en compte. Puis de faire un choix basé sur tes intérêts à toi et non basé sur la pression sociale. Absolument. Parce que je pense que c'est probablement la seule manière qui va te garantir d'être le plus heureux possible. Bien d'accord. Merci à vous deux. Merci. Merci à toi.